Eh bien, bienvenue à tous dans cette rencontre autour des éditions du Rouergue qui cette année ont un cru exceptionnel de premiers romans, 4 premiers romans qui paraissaient importants de soutenir. Alors toujours parce que nous, avec l'association des 68 premières fois, on soutient les premiers romans, mais encore plus dans ce contexte un peu étrange. 4 premiers romans et Nathalie Desmoulins, éditrice au Rouergue, qui nous fait le plaisir d'être là ce soir. 4 romans en apparence très différents, mais on sait qu'il faut ne pas se fier aux apparences. Donc, pour commencer, Debout dans l'eau de Zoé Derlin, qui tresse les rivages de l'enfance avec douceur, poésie et un peu avec morsure aussi. Petit exercice pour se mettre en jambes. Zoé, s'il fallait définir votre livre en un seul mot. Ouh. Les temps, voilà. Très bien. On bascule de l'étang à la presqu'île de Solac avec Caroline Hinault. Caroline, même question, s'il ne fallait garder qu'un mot. Féroce. Très bien. Féroce, je pense qu'on peut y aller aussi et enchaîner avec cette gingembre de Christophe Péruchas sur le portrait ou la dissection de la chute d'un homme et d'un système. Christophe, même ça, un seul mot. C'est pas facile. Flux. Et de flux, on passe aux évanescents de Damien Ribeiro avec... là, c'est pas la chute, c'est plutôt l'effacement d'un homme qui abandonne ses aspirations artistiques pour une non-vie. C'est un peu... Voilà, en tout cas, c'est la lecture que j'en ai fait et un peu pour s'en sortir finalement. Pareil, si on gardait qu'un mot. On aurait pu dire cruel, mais on était dans la férocité, alors on va dire une disparition. Très bien. Bon. Voilà, Nathalie, finalement, quand on en revient à un mot. Avant d'entrer dans l'univers de ces 4 romans, vous, quand vous êtes dans votre bureau et que vous recevez des manuscrits en pagaille, qu'est-ce qui fait que là, vous vous dites, celui-là, je vais l'éditer? Alors, je me dis pas ça quand même immédiatement, hein. Ça prend un petit peu de temps, mais je me dis d'abord, je vais le lire. Parce qu'effectivement, dans les textes qu'on reçoit, il y a des choses que j'écarte parce que l'écriture n'est pas là ou parce que c'est un manuscrit qui a été envoyé d'une manière totalement erronée. Si on m'envoie de la science-fiction, a priori, je vais pas passer du temps dessus. Mais bon, j'ouvre évidemment les manuscrits, les enveloppes et je vois l'écriture. Et si la première page elle est écrite, je le mets de côté et ça fait partie de ce que je vais lire. Donc la première chose, c'est la phrase. Est-ce qu'il y a une phrase? Est-ce qu'il y a un rythme? Est-ce que cette personne écrit? Est-ce que cette personne est dans la littérature, enfin dans le mouvement de la langue? Voilà. Est-ce que c'est vivant là-dedans? Est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui frémit? Et ensuite, eh bien, j'entre dans le texte plus ou moins loin. Parfois, ça s'arrête. Parfois, je vais jusqu'au bout et finalement non. Et puis, parfois, au contraire, le texte s'impose, m'impressionne, me touche, me fait vibrer. Et là, pour le coup, je me dis oui, ça, j'ai envie que ce soit. Enfin, il faut que ça sorte. Il faut que des gens le lisent. Ce texte, il mérite d'être édité, d'être publié, d'être en librairie, d'être accessible. Et voilà. Et là, il y a un engagement qui se fait avec l'auteur et les autres membres de la maison d'édition. C'est une équipe. C'est une équipe qui défend le livre tout de suite. Et si, alors on imagine bien que dans la vie d'un auteur, un premier roman a une place à part, dans justement la vie d'une maison d'édition. Puis alors cette année, effectivement, là, il y en a 4. Alors, oui, c'est exceptionnel. Voilà. Qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça raconte finalement aussi d'une maison d'édition et de la vie de la maison d'édition? Ça montre qu'elle est vivante, qu'elle attire des textes. Pour Rouergue Noir, par exemple, on a créé la collection parce qu'on a commencé à recevoir des textes, des bons textes. Et donc, on n'a pas décidé de créer une collection. La collection s'est créée parce qu'on avait des textes qui venaient, qui étaient intéressants,
qui valait la peine de publier dans une collection de noirs. Mais effectivement, le fait de publier des premiers romans, d'abord, ça montre qu'on est capable de prendre des risques, qu'on ronronne pas, qu'on cherche. Ça prend du temps, c'est pas simple. C'est pas simple de proposer un premier roman. Il y a énormément de textes qui sortent. Et donc, à chaque fois, c'est un pari. Et puis, c'est pas simple pour un auteur. C'est parfois même éprouvant de sortir un livre. C'est pas forcément ce qu'on avait imaginé. Et donc, il y a aussi des moments qu'il faut accompagner. Parfois, trop de sollicitations. Parfois, des sollicitations qui mettent du temps à venir. Enfin, chaque rythme est différent. Et entre le rêve d'être édité et le fait d'être édité, parfois, il y a quelque chose qui se vit, qui est pas forcément simple à affronter. Il y a plein de questions qui se posent. Est-ce que je vais publier sous mon nom? Comment va être reçu le texte? Les textes provoquent des choses. La littérature, c'est provoquant. Ça provoque du mouvement, ça provoque des réactions, et c'est pas forcément des choses qu'on contrôle. Donc, il y a aussi ça. La littérature, on est vraiment dans quelque chose de vivant et dans de la matière vivante qui est celle de nos vies, de nos êtres, de nos sensibilités. Et quand on publie, on est aussi là-dedans, dans cet acte-là, et dans ces questions-là, et dans des enjeux qui sont importants pour les auteurs et pour les éditeurs, évidemment. Mais justement, on va poser la question à vos 4 auteurs de cette première fois, justement, avec peut-être cette ambivalence de ce qu'on croit et puis de ce qui se réalise, parce qu'autour des premières fois, il y a toujours plein de mystères, plein de fantasmes, peut-être encore plus avec la publication qui reste quand même quelque chose d'un peu magique. Comment on le vit? On va peut-être commencer par Christophe, qui a été publié un peu avant, et puis après, dont le livre a paru un peu avant, et puis après on enchaînera sur Caroline, Damien et Zoé. Généralement, je me planque, je réponds en dernier, donc j'ai le temps de réfléchir. Voilà. Merci Charlotte, commence à me connaître. C'est ça. En fait, alors déjà, c'est une année particulière parce que j'imagine que c'est pas toutes les rentrées ne ressemblent pas à celle-ci. On a assez peu de rencontres avec à la fois les libraires, le public, etc. Donc c'est quelque chose d'à la fois virtuel et très réel. Donc c'est une sorte de réalité. On va faire un livre, c'est super. Ce qu'on voyait d'un côté comme une espèce de ligne d'arrivée, finalement on se rend compte que c'est le début de quelque chose d'autre. Et en fait toute la tension qu'on avait quand on écrit, en tout cas, c'est pour se faire publier, pour se faire lire. On pense être arrivé quelque part et en fait, c'est le début de quelque chose d'autre. Et ça, il faut se mentaliser. C'est-à-dire, on n'est pas arrivé, on part. Et puis, il y a quelque chose dont j'ai trouvé que c'était relativement bienveillant. Alors, j'espère que c'est uniquement pour les premiers livres, mais j'ai trouvé que on parle souvent des premiers livres pour en dire du bien, ou alors on les ignore. Mais il y a assez peu de démontage en règle, parce que c'est ça aussi, la littérature, c'est vivant. Et donc j'attends le second, ou peut-être pour provoquer peut-être plus de réactions et avoir un retour et sentir qu'on fait bouger quelque chose, on provoque quelque chose, on arrive voilà. Et j'ai trouvé qu'il y avait une sorte de bienveillance, même quand on allait quand même assez loin dans les choses dérangeantes. Enfin, cette phrase s'arrêtera là. Zoé, quel rapport à cette première fois? Alors c'est une première fois, c'est un premier roman, mais c'est pas une première publication pour moi puisque j'ai publié un recueil de nouvelles. Mais c'est vrai, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Nathalie, c'est c'est pas si simple que ça de publier. Il y a beaucoup de joie, etc. Mais les sollicitations, il faut les gérer aussi. Moi, je veux dire, ça va mieux cette fois-ci parce que voilà. Mais la première fois, ça a été quand même un peu un choc. Je m'attendais pas à devoir tout d'un coup. J'avais l'impression que tout le travail, ça avait été d'écrire.
Et puis tout d'un coup, on me pose des questions. Les gens lisent le livre, ils ne le voient pas nécessairement comme on l'a écrit non plus. Donc il faut apprendre à répondre à des questions qui arrivent pas nécessairement là où on pensait qu'elles allaient arriver. Et puis l'écriture, c'est quand même quelque chose de très solitaire, de très protégé. On fait ça bien chez soi, dans son bureau, bien tranquillement. Et puis tout d'un coup, voilà, on est dans l'exposition relative, mais quand même. Donc oui, voilà, effectivement, je trouve que on est très content et on n'est pas toujours préparé à ce qui se passe après. Moi, je trouve que c'est vrai que ça peut être bouleversant le moment où le livre tout d'un coup fait sa vie et voilà, c'est quelque chose à gérer. Voilà, moi je m'arrête aussi. Damien, peut-être? Je retrouve beaucoup de choses qui me parlent dans ce qui vient d'être dit. Quand Nathalie disait que c'était un moment particulier, c'est vrai que ça je l'avais pas vu parce que vous avez raison, quand on arrive à être édité, c'est une telle joie, enfin voilà, ça semblait tellement improbable. Donc on est un peu comme des enfants gâtés après de se plaindre aussi. Donc il y a ce truc-là. Mais c'est vrai que, alors je ne sais pas si c'est lié. Mon roman est sorti en avril. C'est vrai que c'était un moment un peu particulier où ils avaient annoncé le confinement, c'était un peu tombé de tête. Je ne suis pas à plaindre par rapport aux gens qui sont sortis en mars l'an dernier, mais j'ai eu, voilà, il y a ce truc de se dire, tiens, que pensent les lecteurs qui sont en train de le lire? Enfin, c'est le temps des retours qui est long, qui est un peu difficile à vivre, enfin, tout est relatif, mais qui est un moment pas très agréable. Puis après, ce que disait Zoé est très vrai, comme le roman ne nous appartient plus, parfois on a des remarques qui nous étonnent. Moi, ce qui m'a étonné, beaucoup agacé, c'est tout ce qui tournait autour de l'autobiographie, forcément. Donc c'est ces choses-là que j'avais pas du tout anticipées, mais moi je m'étais pas du tout tout le parcours en fait d'édition a été des moments. Je me rappelle quand Nathalie m'a appelé en me demandant si je voulais publier sous pseudo, et il y a eu un grand blanc derrière parce qu'en fait voilà, j'avais pas anticipé toutes ces questions-là. Enfin, j'ai du mal à me projeter. Je manque vraiment d'imagination. J'avais pas réussi à voir ce que ça voulait dire, alors qu'en fait honnêtement, à l'époque où j'écrivais dans mon coin, si on m'avait dit, ben voilà, il va y avoir un tel qui va aimer, je l'aurais signé des deux mains. Puis une fois qu'on y est, il y a un peu d'insatisfaction qui reste. Enfin, c'est un sentiment bizarre pour moi, en tout cas. Caroline? Oui, je ne vais pas faire très original parce que je me retrouve dans pas mal de choses qui ont été dites. Alors, en fait, moi, je pense que la vraie grande joie, c'était quand même, je dirais, le coup de téléphone de Nathalie, où là, vraiment, il y a quelque chose qui s'est ouvert pour moi là, ça y est, cette écriture, enfin, qui allait exister. Il y a une réalisation, il y a quelque chose qui devient réel. Alors qu'on a un peu l'impression, quand on écrit depuis des années tout seul dans son coin, qu'on va devenir un peu fou avec ça. Donc, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. En revanche, la sortie du livre, c'était presque déjà un peu irréel. Enfin, c'était quelque chose. Ça m'a pas du tout fait cette même émotion, je dirais, complètement folle que d'attester, voilà, que ça allait vraiment exister. Ce qui m'a fait peur, enfin, c'est pareil, joie et peur mêlées, c'était l'effet de mise à nu. Mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Alors, vis-à-vis des proches, en fait, et des gens on va dire, du 2e cercle, du 3e cercle, des gens qui vous connaissent. Et j'ai eu l'impression que j'allais leur donner un accès à mon espace mental et à tout ce qui me traverse. Et c'était très dérangeant. Alors, peut-être d'autant plus que dans le livre, c'est quand même assez cru. Et donc, je craignais je craignais pas, mais je me demandais ce que les gens allaient en penser. Enfin, c'est pas du tout original. Mais cette idée de mise à nu, à un moment, ça m'a fait presque un moment de panique, en effet, de me dire, mais en fait, vraiment, des gens vont lire, des gens vont avoir accès à ce que j'ai dans le cerveau, à ce qu'ils vont encore me parler après. C'est une vraie question. Effectivement, avec un roman noir, on peut le dire, où il y a beaucoup de questions de colère et de révolte. Enfin, on en parlera tout à l'heure. Justement, on commençait en disant que les 4 romans étaient en apparence différents. Mais je crois, en tout cas c'est encore une fois ma lecture, qu'il y a des ponts, alors notamment avec une certaine gravité, c'est-à-dire que même dans le livre de Zoé qui est plus doux, il y a quelque chose d'assez mordant. Et puis une écriture resserrée, c'est-à-dire que vos romans, on n'est pas dans 1000 pages et dans quelque chose on est dans vraiment quelque chose de resserré,
pour moi, qui vraiment colle au plus près de l'humain, de la condition humaine et presque de la solitude. C'est-à-dire que vos personnages sont tous dans une société, sur une presqu'île, avec des grands-parents autour, dans une société avec des adolescents graffiti, dans le monde de la pub, donc très entourés, mais il y a quelque chose d'éminemment solitaire dans vos personnages et dans qu'est-ce que la littérature finalement dit ou doit dire de l'homme et de la condition humaine. Et c'était un peu la question que je voulais vous poser, peut-être en commençant par Nathalie, qui quand même est aussi le point commun de tous les 4 livres. Sur quel territoire, voilà, la littérature, qu'est-ce qu'elle a à dire ou qu'est-ce qu'elle doit dire de l'homme et de la condition humaine finalement? Est-ce que c'est là toute la question? Je pense que le premier territoire, c'est le territoire de la politique, enfin de ce qui nous relie. Je pense que écrire un roman, enfin, c'est vraiment se poser la question de ce que c'est que d'être en société. Et le premier territoire de l'écriture, du roman, donc de l'écriture fictionnelle, c'est la chose politique, la chose publique, le rapport aux autres, le mouvement vers les autres. Et la manière dont l'écriture elle est composée, ça dit aussi le rapport au monde. Donc pour moi, c'est vraiment la première chose. Après, il y a l'exploration de la psyché, mais je pense qu'en ce moment, on est dans un mouvement où la littérature est quand même, effectivement, je suis d'accord c'est vrai, sur la gravité, la solitude, qui sont en effet des points communs de ces ouvrages. Mais il y a quand même une ouverture vers les autres. On est moins dans cette écriture très auto-centrée, dans cette fameuse écriture blanche qu'a régné à la fin du XXe siècle et qui a produit de très belles œuvres. Et on est plus je trouve, vers une littérature qui s'engage vers le monde, qui est quand même plus tournée vers l'extérieur. Et je pense qu'en ce moment, il y a ça qui est vraiment à l'œuvre dans les textes qui sont publiés, qui arrivent, qui viennent. C'est quand même ce mouvement, ces interrogations et oui, cette chose éminemment. Mais moi, je pense que la première chose, c'est écrire, c'est politique. J'en suis vraiment convaincue. Je pense que ça dit beaucoup de choses sur les rapports sociaux, sur le rapport au monde, sur la représentation de soi, sur la représentation des autres, et qu'il y a énormément de questionnements qui traversent le roman et qui sont de cet ordre-là. Et justement, quand vous parlez de l'ouverture aux autres, ce qui est aussi assez frappant dans ces 4 romans, c'est l'importance des lieux. C'est-à-dire que, effectivement, on n'est pas dans quelque chose d'auto-centré quand on parle de la solitude ou de l'humain, mais il y a 4 atmosphères, pour le coup, très singulières et très particulières. On a l'impression qu'on ne pourrait pas forcément transposer dans un autre milieu avec, que ce soit des lieux comme dans Zoé, avec effectivement cet étang, cette nature. Caroline, cette presqu'île glaciale. Voilà. Christophe avec l'idée aussi de l'hôpital psychiatrique, qui est pas un lieu anodin. Et puis Damien avec le lieu qui est presque la ville et pour le coup avec l'accès au graffiti. Et donc là, j'aimerais bien vous entendre tous les 4 sur justement. Alors je vais pas vous dire pourquoi vous avez eu envie d'écrire cette histoire-là, c'est un peu facile, je vais dire, mais plutôt quelle est l'imbrication entre ce que vous vouliez dire de vos personnages et l'importance des lieux. Comment vous avez travaillé ces 2 mouvements du personnage et des lieux. Et puisque Christophe adore commencer, on va commencer par Christophe. Je vous déteste. Moi, ce qui m'intéresse, c'est 2 choses. C'est d'être au plus près d'un personnage, c'est-à-dire en enlevant tout le gras, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre des choses un peu surplombantes, de l'omniscience, et d'être vraiment embarqué. Donc ça, pour moi, c'était vraiment le premier travail. C'est d'être en caméra embarquée avec cette personne-là. Et puis, de montrer de l'intérieur que la différence entre ce que l'homme pense être et sa représentation, c'est pas quelque chose de fabriqué, ça fait partie aussi de sa personnalité. Et donc j'ai voulu montrer, mais en tout cas ça m'a intéressé d'être embarqué avec ce type dont la réalité est la représentation de la réalité. Et je l'ai laissé un petit peu courir, gambader. Et puis c'est vrai que je le rattrape avec des lieux, c'est-à-dire que on parle de l'hôpital, on parle du métro, on parle des réunions. Et en fait, ce personnage, il est liquide et il se coule dans des contenants qui sont plus forts que lui et qui vont le contraindre à nous donner les vraies informations.
que lui masque. C'est un petit peu ésotérique si on n'a pas lu le. Mais par exemple, quand il est à l'hôpital, d'un coup, il est touchant, il est faible, on voit ses points de. Donc en fait, les lieux révèlent vraiment qui il est. Et donc ce double mouvement d'être embarqué avec lui, il est un peu naïf, c'est-à-dire qu'il pense que tout va bien. Et en même temps, il va se jeter dans des endroits, dans des situations, et ça va petit à petit le révéler par rapport aux autres. Ça m'a intéressé. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est un personnage liquide, en fait. Il n'est pas consistant. Et ça m'a. On parlait de flux tout à l'heure, il y a quelque chose de l'ordre du flux, du flow. Voilà, il n'est pas solide, en fait. Il n'est pas structuré. Et ça m'intéressait avec les mots et avec les endroits de le définir différemment de ce que lui pensait faire. C'est compliqué, ça. Voilà, mais c'est un peu tout ça. Nathalie, je suis désolé, je vous ai plombé le. Non, mais j'aime bien, moi, l'homme liquide, ça me plaît bien. Je Voilà, trouve ça très, très juste. Ouais. Mais elle pose des questions difficiles, Charlotte, aussi, pardon. Bah oui, je vois ça. Hein. J'avoue. Zoé? Ah, zut. Oui, non, il y a mon chat qui rentre. Je suis désolée, voilà, ça va faire un grand bruit, ça m'a perturbée. Désolée tout le monde. Donc, alors les lieux, oui, le lieu, c'est pas imposé tout de suite, mais quand même très vite. Et je pense que dans mon texte, le lieu est fondamental. C'est un personnage aussi important que la petite fille qui est la narratrice. C'est quelque chose que j'avais très fort envie de faire. Moi, j'adore lire des livres. Je pense que j'ai beaucoup aimé des choses dans le livre de Caroline pour ça, parce que moi, j'adore lire des livres qui se passent en Alaska ou dans les grandes plaines aux États-Unis. Enfin, j'aime beaucoup quand la nature comme ça est très très présente. Et pour moi, pour pouvoir le faire, j'avais besoin mais je pouvais pas parler des Rocheuses ou quoi, d'un lieu très exotique. J'avais besoin de le faire avec quelque chose que je connais vraiment bien. Donc, je me suis servie d'un lieu que je connais très très bien pour y mettre cette narratrice. Et oui, moi, j'ai vraiment eu l'impression que l'un ne pouvait pas exister sans l'autre. Enfin, je veux dire, voilà, ils sont vraiment nés presque en même temps quand j'ai commencé à écrire dans le fil de l'écriture. Oui, voilà, je suis désolée, j'étais un peu perturbée. Je vais aller fermer je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre. Je vais aller fermer la porte parce que là, j'ai des bruits. J'espère qu'on les entend pas. Voilà. Ça va, ok. Damien? Alors, je suis avantagé par rapport à Christophe, parce que j'arrive en troisième, j'ai le temps de réfléchir, c'est une bonne position là. Les lieux, ça a été, le roman a démarré avec le lieu, c'est-à-dire que j'avais l'envie d'écrire sur ce lieu avant que ça soit un roman. Donc moi, c'est un peu particulier. J'avais ce country club, donc, qui était ce bâtiment où la jeunesse dorée du Pays Basque allait jouer au tennis dans son enfance, et puis c'est un bâtiment qui existait et qui a été abandonné, et où ensuite d'autres populations sont arrivées, parmi lesquelles certains taggeurs. Et c'était bon, voilà, moi, je m'y étais promené quand j'étais vraiment adolescent, et donc j'avais passé du temps. Donc moi, j'étais pas avec le club des joueurs de tennis, j'étais avec les autres. Et du coup, c'était un lieu qui m'avait beaucoup marqué, parce qu'il y avait vraiment une atmosphère très très particulière. Donc voilà, je ne suis pas un romancier visionnaire avec un plan formidable et tout ça. Donc, d'abord, je me suis accroché à ce lieu-là parce qu'il me semblait que là, j'avais beaucoup de choses, justement, que j'avais beaucoup de matière, qu'en plus, c'était un croisement de réflexion sur les classes, sur classe sociale, sur les aspirations, qu'en plus, c'était un endroit où s'était exprimé une vocation, je mets des guillemets artistiques, en tout cas, une envie d'autre chose. Donc pour moi, le lieu, il est au début du roman. Et sans ce lieu-là, il n'y a pas le roman. Et c'est une fois que j'ai écrit, donc, je ne sais pas, les 20 premières pages qui correspondent à ça, que j'ai pensé que j'avais de la bobine pour pouvoir enfin aller un petit peu plus loin. Donc ce lieu du country club, il est très important. Et après, dans le roman, il y a les bâtiments, en fait. Voilà. Il y a, que ce soit les bâtiments des beaux-parents, il y a toujours un petit... une appréciation particulière sur quand on est dans la nature, en fait, c'est qu'il se passe un truc très très bizarre, donc voilà. Mais après tout de suite, quand on est dans des bâtiments, là, les personnages se révèlent,
on peut se permettre d'être un petit peu plus cruel, un petit peu plus dans le jugement, d'avoir donc une approche particulière sur les lieux, mais je dirais spécifiquement sur les bâtiments abandonnés ou pas. Caroline? Oui, bah alors, même chose que tout à l'heure, je souscris à pas mal de choses qui ont été dites sur le côté révélateur du lieu, ça c'est évident, par rapport aux personnes, qui agit comme un révélateur photographique, on va dire, pour parler de l'humanité des personnages. Moi, déjà, le lieu, il donne son titre au livre, donc évidemment, c'est un autre personnage, le 5e personnage du roman. Ça me permettait beaucoup de choses en fait, moi, d'inventer ce lieu glacé, loin de l'humanité. Je voulais un lieu expérimental. Même chose, complètement dégraissé de tout ce qui fait habituellement les codes civilisationnels, ce qui nous tient debout, les institutions, etc. Donc, j'avais pas beaucoup de choix. C'était un désert chaud ou froid. Bon, ça a été froid. D'abord aussi parce que ça déployait tout un imaginaire littéraire, cinématographique, etc. Même si moi je suis pas du tout lectrice, par exemple, de romans, de polars nordiques, etc. Pas du tout, mais c'était plutôt cette idée du grand désert et donc vraiment de la solitude existentielle face à laquelle ça allait les placer de manière irrémédiable. Enfin, je voulais vraiment qu'il n'y ait rien à quoi s'accrocher. Donc ça, c'était la première chose. Et puis l'idée symbolique de la grande nuit à traversée arctique, enfin le caractère extrême du lieu me permettait cette intensité narrative que je recherchais. Et comme je voulais un lieu, j'espérais, j'avais envie d'écrire quelque chose qui aille assez loin justement dans la férocité de l'existence et à aller dire cette difficulté à être soi et être avec les autres. Il fallait vraiment qu'il soit confronté, justement au rien avec un R majuscule, et que donc quand on n'a rien à projeter, quand on a un horizon alors qui peut paraître infini, mais l'infini c'est terriblement angoissant finalement autant que la claustration. Voilà, le fait qu'ils soient confrontés à cet infini, je pense être oppressant pour eux comme pour le lecteur. Et puis il y a une dernière chose aussi, c'est quand même que le lieu, le livre est un peu traversé quand même par un questionnement écologique aussi de par un des personnages. Et donc il y avait aussi ce caractère très symbolique de la banquise, et qui en même temps m'intéressait parce qu'elle n'est pas complètement binaire comme on pourrait le croire, c'est-à-dire cette espèce de rapport de fascination, de grand blanc, alors Jack London, etc. Mais en même temps, la nature, elle est autant prédatrice que proie, quoi. Et je trouvais que ça, c'était assez intéressant qu'il y ait des nuances et des interstices dans un paysage qui paraissait un peu comme ça manichéen, et en fait, il n'est peut-être pas totalement. Voilà. Mais justement, on va entendre votre voix avec chaque auteur va vous lire un extrait de son roman, donc de Solac, qui se passe effectivement sur une île imaginaire du cercle polaire où 3 hommes voient débarquer un 4e personnage et où après ce temps, évidemment, l'atmosphère et les relations entre tous ces personnages avec comme je le disais tout à l'heure, une colère tant dans le fond que dans la forme. C'est-à-dire que vous avez vraiment une écriture dès les premières pages. Je ne sais pas quel est l'extrait que vous avez choisi, mais dès la première page, on rentre dedans, les choses sont posées de manière efficace. J'aime pas ce terme-là, mais voilà. On vous écoute nous lire un petit extrait? Oui, alors j'ai choisi peut-être le rare moment d'apaisement. Très bien. J'ai quand même pas choisi Minkipit qui effectivement dit cette révolte qui bout. Ça aurait pu, mais non, j'ai choisi plutôt au tout début du livre, quand même dans les premières pages, où il y a le narrateur qui présente le lieu dans une espèce de transmission au jeune soldat qui vient d'arriver, et donc il lui explique les conditions de la survie justement. Donc on n'est pas encore dans l'hiver arctique, c'est la fin de l'été arctique, et donc il marche comme ça sur la presqu'île, et donc voilà. Donc je lis. En marchant sur le tapis de mousse et d'arbrisseaux en rase-motte, j'expliquais aux gosses les rudiments de la vie ici. Ils m'écoutaient, l'œil fixé sur l'horizon, en évitant de se griffer aux branches des saules nains qui tendent leurs rameaux comme des drôles de petits bras aux aisselles mal rasées. Ici, il n'y a qu'un mot roi, je lui disais. S'adapter. S'adapter ou mourir. Il n'y a pas d'entre-deux. Il y a le jour et la nuit, il ne faut pas chercher à exister dans les interstices. Je disais ça comme s'il allait me répondre.
Son silence était une approbation. Je continuais. C'est pas très compliqué de s'adapter. C'est l'avantage du tout ou rien, de la vie d'eau à la mort. Ça permet un duel sans fioriture ni distraction. Les bêtes l'ont compris depuis longtemps, il n'y a qu'à voir la malignité de leur corps. À côté, on est de vrais babouins parachutés. Quand je pense que même une poule des neiges, une petite perdrix qui roule bêtement de l'œil comme celle qu'on croise depuis tout à l'heure, est capable de perdre sa collerette noire en hiver pour se rendre invisible aux prédateurs, je me dis qu'on peut y arriver aussi, à s'adapter. T'es pas plus con qu'une poule, si. Je me tourne vers lui, essoufflé parce qu'on marche d'un bon pas et que le gosse a de l'endurance malgré la parka, le poids du fusil et l'air froid qui nous rend perpendiculaires dans les poumons. Il hoche la tête, sûr qu'il était plus malin qu'une perdrix. Ce jour-là, j'ai causé comme ça pendant des heures. C'est le problème avec les muets, ils vous laissent dérouler de la pensée en chapelet, j'ai pas l'habitude. Rox, ça l'intéresse pas, les mots. Il grogne 2-3 saloperies quand je bavasse un peu trop ou que j'ai le malheur de montrer que l'été me plonge encore dans un bain d'huile vert tendre. Enfin, l'été façon de parler. L'été sans la chaleur, mais avec du jour en continu, et parfois du soleil en éclat de verre plein les yeux comme ce jour-là. Pourtant, sur la presqu'île, c'est souvent brumeux, j'explique aux gamins. Un brouillard à couper au couteau, qui souffle pas pendant des jours et des jours, à croire que le rideau se relèvera plus jamais. Il y a même de la flotte parfois. Et alors, quand ça se décide à pisser, c'est de la vraie incontinence. Du débit à gros bouillon comme si Dieu s'était retenu pendant des mois. En tout cas, ce jour-là, avec le gosse, on a arpenté Solac sous un soleil royal. On a bouffé de l'air pur à se trancher les poumons, pris en étau entre la mer et les crêtes enneigées. Il faut avoir englouti de l'horizon et eu sur la langue le sel du vrai silence pour savoir de quoi je parle. Un apaisement quand même un petit peu en colère. Justement, l'échelle de l'apaisement, quoi. mais c'est sur ça que, parce que votre roman, il est vraiment tendu dès le début et jamais s'affaiblit. C'est-à-dire qu'on se dit à un moment donné, ça va. Mais non, vous tendez jusqu'au bout le fil et ce que je trouve remarquable. Quelle place à la colère ou la révolte dans l'écriture? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on veut taire ou qu'est-ce qu'on veut entendre quand on écrit? C'est une question que je poserai ensuite. Voilà, on commence par Caroline, évidemment, parce qu'on vient d'entendre sa langue. Mais préparez-vous parce que c'est la question qui vous sera posée aussi du rapport de l'écriture à... Voilà, est-ce qu'on écrit la colère, la révolte et comment on l'écrit pour ne pas se laisser quand même complètement écraser par ça? Oui, alors c'est effectivement une question intéressante. C'est vrai que moi, le début du livre, c'est un texte sur la révolte. Et c'est vrai que ça parle autant de l'histoire que sans doute de ce que moi j'ai mis dans ce livre-là, dans cette écriture. Je pense qu'il y a deux révoltes un peu il y en a sans doute d'autres, mais moi, évidemment, il y a la révolte à l'égard du monde tel qu'il est actuellement, ce que l'humanité en fait. Et alors, il y a les désastres écologiques et pas seulement. Tout ce qui est représenté par certains personnages du livre, tout ce qui est du côté de l'exploitation, de la domination, de la violence. De cette espèce de pulsion de tout, de cupidité, et puis d'absurdité de fait, puisque cette humanité qui passe son temps à s'autodétruire, il y a un moment, c'est vrai que ça rend un peu fou. Donc il y a cette révolte-là, et en fait j'aime bien parce qu'il y a un livre que j'adore qui est de Camus qui s'appelle L'homme révolté. Alors ça fait grande référence, mais en l'occurrence c'est vraiment le cas. Et dans L'homme révolté, il parle de deux révoltes. Il parle d'une révolte historique et d'une révolte métaphysique. Et moi, je me retrouvais dans les deux. Je me retrouvais dans la révolte historique à l'égard donc de ce que nous faisons du monde. Donc là, l'enjeu politique de la littérature il y est complètement. Et même si peut-être qu'un livre ne change rien, mais en tout cas, il agit sur les gens et c'est déjà ça. Et puis la révolte métaphysique, c'est aussi celle de mes personnages. C'est-à-dire c'est ce grand absurde, justement, théorisé par Camus, mais pas seulement, et face auquel, alors soit on se laisse complètement ensevelir, soit c'est tellement oppressant, étouffant, tellement ravageant, en fait, je pense, pour l'être et pour le psychisme, de se dire, ben oui, je nais, je meurs, à quoi bon? Donc, il y a le nihilisme, qui pour moi n'est pas une réponse, mais qui est forcément très, très attirant. La misanthropie aussi, et donc c'est pour ça que mes personnages ils digèrent à plus ou moins grande échelle leur misanthropie, leur rapport aux autres, parce que moi-même je pense je suis traversée par moments par des élans de grande misanthropie, et puis au contraire par moments par le fait que il faut faire quelque chose de cette révolte, parce que elle est terriblement destructrice, je pense, soit contre le monde, soit contre soi-même.
Et donc, ce que Camus dit, c'est quand même que cette révolte, eh bien, elle peut aussi être une force extrêmement positive. Je me révolte, donc nous sommes. Et donc, je crois que la lutte, elle est dans le langage, elle est dans la littérature et elle est dans la vie aussi. Hein, elle est dans la société, évidemment, enfin, dans ce qu'on fait chaque jour. Mais pour moi, tout ça, c'est pas déconnecté. Enfin, c'est pas déconnecté du tout de l'idée que je me fais de notre place à chacun dans la société, voilà, et de la réflexion qu'on peut avoir à l'égard de tout ce qui nous révolte. Damien peut-être après, parce que finalement, ce personnage, on parlait tout à l'heure qu'il y avait comme une disparition, mais ça n'éteint pas la personne et ça n'éteint pas la colère. Enfin, la fin notamment, il y a quand même des paragraphes. Justement, vous, on a l'impression presque que c'est le schéma inverse, c'est-à-dire qu'il faut qu'il disparaisse et qu'il se fasse au monde et qu'il éteigne peut-être une espèce de colère. Comment vous avez manié cette idée-là ou est-ce que peut-être la colère est complètement étrangère à votre processus d'écriture, mais je suis pas certaine. Oui, alors j'avoue que j'ai pas vraiment encore la réponse. Il aurait fallu que je sois en troisième, peut-être ça m'aurait donné le temps d'affiner ma réponse. La colère, elle est étrangère à mon processus d'écriture, oui, parce que comment dire, ça me parasiterait en fait. Voilà, je suis pas quelqu'un qui est sur cet élan-là. Donc c'est une discipline vraiment d'écrire. Donc il faut mettre de côté. Ça peut être dans la réflexion au moment où j'imagine des intrigues ou des choses comme ça. Forcément, ça va partir de choses que j'observe et qui m'agacent ou qui me révoltent, même si je ne suis peut-être pas un être de pure révolte. Mais après, au moment d'écrire, je reconnais que c'est peut-être moins romantique de le dire comme ça, parce que c'est quelque chose d'assez froid, l'écriture. Enfin, moi, c'est vraiment quelque chose de sérieux, c'est quelque chose sur lequel je reviens beaucoup. Enfin, j'aurais du mal à être énervé et à relire, à la limite ça m'énerve, mais de relire 20 fois une phrase en n'arrivant pas à la mettre comme il faut, ou en me disant qu'elle ne sonne pas comme il faut, c'est plus de cet ordre-là. Donc c'est pas une révolte politique. Moi, au sens de la politique, en tout cas, sur la littérature, moi c'est quelque chose que j'ai essayé de mettre un peu à distance et d'avoir une écriture qui est plus... ce truc d'avoir quelque chose de plus particulier en fait, c'est-à-dire que et vraiment dans le roman, donc mon personnage lui il est peu sujet à la révolte, en tout cas peut-être un petit peu au début et puis à la fin on est plus dans les soubresauts. Et moi quand j'ai réussi enfin à écrire, c'est peut-être parce que je me suis détaché d'essayer d'avoir des grands trucs qui englobaient, qui parlaient, qui avaient du sens au-delà, et où je me suis donc j'ai arrêté que la politique est la grande généralisatrice et que la littérature est la grande particularisatrice. Donc, moi, j'ai essayé, en tout cas, vraiment d'avoir une histoire, un personnage serré et d'avoir quelque chose qui se tienne plus que d'avoir... Il n'y a pas de message. Enfin, c'est pas un livre qui a un message à délivrer. Je sais pas, je saurais pas le faire. Donc la révolte, je dirais, dans l'écriture, dans l'observation, peut-être il y a des choses, oui, qui m'agacent. Enfin voilà, mais ça c'est pour nous tous. Mais après, au moment où il faut transformer ça en littérature, j'essaie parfois les 3/4 des choses, je les écarte parce que ça ferait juste des personnages caricaturaux. Donc pour me méfier de la caricature, j'écarte aussi un peu tout ce qui est trop autour de ça. Christophe. Parlons aux colères dans l'écriture, ou en tout cas de ce qu'il faut faire taire ou de ce qu'il faut faire entendre, au contraire. Alors, c'est bien de parler en troisième, effectivement, puisqu'on peut... la colère, elle est importante, non pas comme rendu final, c'est-à-dire que mon personnage, il n'est pas forcément en colère, puisqu'il fait partie du système, et en revanche, il y a forcément une certaine colère. Quand on voit ce personnage, on voit tous autour de nous, la domination masculine des hommes blancs autour de la cinquantaine dans certains milieux, ça peut forcément mettre en colère, surtout que généralement ces gens-là s'habillent de toutes les parures de la bienveillance et en fait, donc du coup il y a deux façons de faire. Il y a soit on dénonce, enfin, en tout cas c'est comme ça que j'ai attrapé le truc, soit je dénonce effectivement et je fais un livre à message en disant c'est mal, etc. Et je sais pas non plus bien faire, surtout. Et soit je me dis, je me coule dans les habits de cette personne et je l'emmène le plus loin possible et je me sers de la colère pour me fondre avec ce personnage un peu. Je me laisse partir vraiment loin. Et au contraire, moi, je mets pas tout, mais les moments où je suis vraiment
en adéquation, où je suis vraiment au plus près de la personne telle que je l'imagine, il y a toujours la colère. La colère, c'est un moteur moi, qui est important, mais c'est pas lui qui doit, c'est pas la colère qui doit conduire. C'est-à-dire que voilà, c'est le carburant, mais après il faut en faire quelque chose mais c'est vrai que je m'étais jamais posé la question comme ça, mais il y a des choses qui sont vraiment plus qu'agaçantes. Et pour moi, c'est aussi répondre à l'absurde et aux injustices ou j'en sais rien, mais en poussant le truc sur cette espèce de ligne de crête où je donne pas de leçon en fait. Et en fait, c'est au lecteur de se dire ça, c'est vraiment dégoûtant. Et en fait, j'essaie de transmettre ma colère, mais sans en parler. Mais je te rejoins alors, parce que je l'ai peut-être pas bien dit tout à l'heure, ce que vous dites sur le message. Moi, j'ai absolument pas de message non plus à délivrer, et je rejoins complètement ton idée au contraire, quelle jubilation de se mettre dans la peau de personnages qui d'habitude soulèvent complètement ma révolte et ma colère. Et donc, il n'y a absolument pas de thèse. Je réagissais à ce que disait Damien tout à l'heure sur le fait que c'est pas un livre à message. Oui, c'est moi ça. Non plus, mais quand même si. Voilà. Et en fait, je trouve que si on arrive à délivrer un message sans pour autant qu'on voit les ficelles du message, alors on a réussi quelque chose. Et en tout cas, c'est. Et je pense que Damien aussi a mis un message dedans, mais sans peut-être le souligner. En tout cas, c'est fait de manière délicate. C'est peut-être ça un roman finalement. C'est de transmettre des choses, mais pas avec une grosse masse dès le début, mais quelque chose qui infuse. Zoé, alors évidemment là, vous allez me dire, mais moi, il est quand même un peu plus doux. Oui, mais pas que. Non, et puis la question de la colère, en tout cas des émotions très fortes, je me la suis beaucoup posée dans l'écriture parce que il y a des tas de moments. Donc il y a cette narratrice qui grandit avec ses grands-parents et auprès d'un grand-père qui est pour le moins peu sympathique. Et par moments, je me disais, est-ce qu'elle ne réagirait pas justement avec plus de colère, avec plus de révolte par rapport à ce qui lui arrive. Et justement, parfois, quand on ne voit que le côté doux dans le texte, on parlait de la réception des lecteurs une fois que le roman est publié. Parfois, je me dis alors quoi, je l'ai pas mis ça, ce côté où quand même il y a des choses dures, je pense, qui se passent. Et alors, c'est vrai que j'ai beaucoup hésité. J'avais envie d'un côté, il y a des moments, il y a eu d'autres possibilités, d'autres fins qui étaient beaucoup plus violentes. Et puis finalement, ce qui m'a intéressée, c'est vraiment chez elle la manière dont elle se sort de son histoire et sans passer par le fait elle passe pas par la politique de la terre brûlée, quoi. Finalement, elle s'ancre et elle trouve une manière de sortir de son histoire sans nécessairement détruire tout ce qui est derrière elle. Mais la colère, de manière générale, oui, je trouve que la colère, la révolte, c'est clairement, je pense, un moteur d'écriture, un moteur de création de manière générale. Par contre, je rejoins certaines choses qu'a dit Damien. En tout cas, moi, je peux pas écrire dans l'émotion forte. J'ai l'impression que ce soit de la colère ou autre chose, il faut parfois que les choses s'apaisent d'abord, et puis il peut y avoir un peu de braise, quoi. Mais si on est vraiment dans un moment d'émotion très très forte, alors ce qu'on va écrire, pour moi, c'est juste, voilà, ça va sortir, mais ce sera peut-être pas intéressant à ce moment-là. Mais voilà. Et c'est vrai que dans mon texte, moi, je me suis très fort posé la question du juste endroit de la colère, de la révolte. Et par exemple, moi, je suis, comme l'a dit Caroline, très très touchée par l'état du monde, en tout cas sur le plan de l'écologie. Et par exemple, dans ce livre, la nature est effectivement un personnage très important. Et il y avait des moments où je me disais, est-ce que j'écris sur un monde fini, en fait? Est-ce que ce que j'écris, c'est pas un peu une espèce de petite, de jolie petite histoire dans la prairie comme ça? Est-ce que ça existe encore? Voilà. Il y a eu des tas. Je me suis posé énormément de questions à l'écrivain. Je me suis dit, voilà, finalement, est-ce que je ne devrais pas aussi raconter ça, à l'état de la nature telle qu'elle est aujourd'hui, etc. Enfin, donc je pense que c'est la colère, la révolte, c'est plein de questionnements et plein de sources pour l'écriture, et voilà. Et je pense que
effectivement, il s'agit toujours de trouver le juste milieu, le juste endroit pour soi, pour chaque écrivain de son côté, à quel endroit on se situe par rapport à ça. Ouais. Et justement, on va plonger dans votre écriture avec Debout dans l'eau, donc où on est effectivement dans un été avec la narratrice qui a 11 ans, qui vit avec ses grands-parents. Elle a été abandonnée par sa mère et été particulier parce que son grand-père est mourant. Mais c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire que il y a beaucoup de poésie dans votre livre, mais il y a quand même, enfin pour le coup, la colère ou la morsure, en tout cas, moi je l'ai beaucoup ressenti. On vous écoute? Oui, alors oui, voilà. Je vais même pas planter le décor, voilà. J'ai ramé jusqu'à l'île, minuscule et tellement ébouriffée de joncs et de rejetons de saules que seuls les canards, les poules d'eau et les rats peuvent s'y tenir. J'ai attaché la barque à un rejeton de saule et je me suis glissée dans l'eau. L'étang est un peu différent depuis que je sais qu'il y a une anguille dedans. L'eau est plus liquide, plus fluide. Elle glisse différemment sur mes jambes et mes bras et mon ventre. Je n'ai pas peur de l'anguille. J'ai passé du temps dans la bibliothèque avec les encyclopédies ouvertes autour de moi sur le vieux plancher presque noir. Mon anguille vient de la mer des Sargasses. Elle est née là-bas et elle y retournera pour se reproduire. Elle remontera le ruisseau qui traverse les champs et alimente l'étang. Et après ça, elle ne fera plus que suivre le courant, descendre les ruisseaux et les rivières jusqu'à la mer. Un peu comme les saumons, mais dans l'autre sens. Pour le moment, elle est jaune, mais pendant son voyage, son dos va noircir et son ventre va devenir argenté. Ses yeux vont grossir. Mon anguille est capable de sortir de l'eau et de glisser dans l'herbe humide, de pluie ou de rosée, grâce à des branchies spéciales. Elle est venue de la mer des Sargasses et elle a choisi cet étang-ci pour y vivre, pour y dormir les yeux grands ouverts, pour devenir une anguille adulte. Voilà. On sent l'écriture des sensations. J'allais dire une écriture sensuelle, sensorielle. Comment justement on écrit ça? Comment on écrit le ressenti sans être dans quelque chose de factuel, qui d'ailleurs est dans vos 4 romans, c'est sans doute, enfin Nathalie pourrait aussi en parler, c'est sans doute ça qui fait la plume et qui fait que quelqu'un est un écrivain, c'est qu'il y a une écriture des sensations. Vous, on a l'impression, Zoé, vraiment que vous descendez dans le corps et dans le ressenti. Est-ce que c'était une écriture évidente ou est-ce que il a fallu aller chercher justement toutes ces sensations? Et pareil que tout à l'heure, ce sera la même question pour Damien, Caroline et Christophe ensuite. Alors effectivement, ça s'est vraiment passé chez moi. Enfin, je descends dans le corps. Effectivement, parfois je fermais les yeux et je me disais bon, ok, alors là, elle est en train de nager, ou bien elle est allongée dans l'herbe et j'essaie de retrouver vraiment toutes les sensations sensorielles qu'elle peut éprouver. Ça n'était pas excessivement compliqué. Je pense que je suis de manière générale très sensible aux odeurs, aux sons, au toucher, à tout ça, parfois même un peu trop, mais donc ça c'était pas trop compliqué. Mais c'était peut-être un peu plus compliqué de tenir le ton parce que c'est elle qui parle. Alors au début, voilà, je dirais que la narratrice a installé son ton. Parfois les personnages s'installent un petit peu tout seuls. Donc il fallait quand même rester tout le temps dans l'idée que c'était cet enfant de 11 ans et demi. J'avais l'impression que je devais me glisser dans le corps, mais que je devais me reglisser dans son corps à elle à chaque fois, ce qui demande un peu de temps, parce que voilà, en tout cas pour moi. Oui, voilà, moi j'avais vraiment l'impression que c'était par ses sens qu'elle raconte l'histoire, et parce que c'est une enfant aussi, elle a 11 ans et demi, donc elle va pas commencer à réfléchir, à avoir de grands raisonnements sur ce qui lui arrive. C'est beaucoup plus de l'ordre de ça me plaît, ça ne me plaît pas, je le sens comme ça, je vois ceci. Et c'est vrai que à un moment donné, il y a eu des moments plus compliqués que d'autres. Oui, maintenir ce ton, maintenir le fait d'être tout le temps, parce que moi j'en savais plus qu'elle. Donc je devais voilà me rappeler que j'étais dans l'écriture d'une enfant. Caroline, peut-être le rapport aux sensations qui aussi est quand même très particulier et très bien traité d'ailleurs dans votre roman. Merci. Alors oui,
Il y a plusieurs choses. D'abord, il fallait faire ressentir le froid, ce qui est plutôt une gageure, mais en fait, bon, la même chose que ce qu'a dit Zoé. En fait, c'est un moment aussi, on est très très fort on descend loin dans son corps pour ressentir ça et le transmettre sous la forme d'images, en fait, enfin de choses qui vont frapper l'esprit. Et puis, moi, l'autre chose, c'est que justement, le personnage narrateur, parce qu'il n'y a qu'un personnage qui parle, il pense aussi beaucoup en images charnelles et viscérales. Et de toute manière, c'est un lieu qui les ramène à leur charnalité, à leur viscéralité. Et comme c'était aussi un des propos du livre, de les ramener à cet état basique d'être face à leurs pulsions et à ce qui, justement, va réussir à les contenir, enfin voilà, comment ils vont faire pour continuer à se saisir et à rester des êtres humains en étant autant ramenés à leur conditions de corps en fait. Et donc il y avait quelque chose en plus de jubilatoire à être aussi se plonger dans des corps d'hommes parce que ce sont des hommes, des militaires. Et donc j'essayais d'imaginer cette psyché, ce corps réunis. Alors ils n'ont pas du tout les mêmes personnalités, les personnages, mais quand même, je trouvais que c'était assez passionnant d'imaginer, bah oui, la frustration sexuelle, la douleur, le froid, aussi chez un des personnages cette violence qui surgit très souvent et qui aussi prend racine dans le corps, de la chasse, du sang, etc. Et puis c'est très trivial en fait. Enfin, je trouve que quelque part on traite pas assez souvent de la question du corps et de sa trivialité et dans quoi ça nous engage en fait dans l'existence. On a un peu, enfin cette fameuse dichotomie corps-esprit. On a toujours envie de scinder les deux. Ah ben là, c'est pas possible. Hein. Je veux dire, quand vous êtes dans la survie, le corps et l'esprit, ça ne fait qu'un. Et parce que je pense que ça ne fait qu'un. Enfin, en tout cas, si l'esprit est logé quelque part, c'est dans le corps. Donc, du coup, le corps, il est fondamental dans le livre. Effectivement, ils sont, en tout cas, le corps se rappelle sans cesse à eux, ne serait-ce que par cette esthétique de la survie, quoi. Donc, oui, c'était omniprésent dans mon esprit quand j'écrivais. Leurs sensations, l'absence de chaleur, le rapport à l'air extérieur et au chaud à l'intérieur, etc. Enfin, ça évoquait énormément de choses, en fait. Oui. Christophe ? Alors, c'est marrant parce que on est à des kilomètres de l'univers de Caroline, puisque je suis en ville, dans un univers, entre guillemets, prétendument civilisé, mais il y a beaucoup de choses que je retrouve, c'est-à-dire que j'ai choisi de donner la parole à ce type et à son côté sans filtre. Donc, on a quand même une sorte de caméra embarquée avec un type qui est parfois plus proche de l'animal que de l'humain civilisé. Et c'est ça qui m'intéressait aussi, parce que ça permet de faire tomber toutes les barrières et tous les faux semblants. Et c'est vrai que, par exemple, pour écrire tout ce qui se passe à l'hôpital Sainte-Anne, donc l'hôpital psychiatrique, j'ai passé beaucoup de temps là-bas à écrire ce que le type était en train de vivre. Et du coup, ça veut dire qu'on est plus dans une écriture organique, viscérale, plutôt que dans quelque chose d'intellectuel et de réfléchi. Et les sensations, pour moi, c'est effectivement, même et peut-être surtout dans un milieu, entre guillemets, civilisé, où tout le jeu social est codifié, s'il y a une place pour la littérature, c'est aussi de faire voler tout ça un peu en éclats. Et effectivement, toutes les fonctions triviales du corps, c'est un exemple, mais dans la littérature en général, à part dans la littérature un peu contemporaine, mais jusque-là, ça n'existait pas. Et là, ça fait partie aussi de ce personnage. Et peut-être que ce personnage n'est qu'une addition de toutes ces petites choses qui font de lui pas grand-chose de plus qu'un animal finalement. Et c'est ça qui est intéressant à lancer en utilisant tous ces ressorts un peu sensoriels, organiques. Damien, j'ai presque l'impression qu'on fait le chemin inverse, parce qu'évidemment, le titre Les Évanescents, mais on a vraiment cette impression que les hommes, enfin, qu'il y a une idée de disparition. Et en même temps, vous n'êtes pas du tout dans un roman où il n'y a que la pensée. Enfin, ils sont là, nous, on les voit et ils agissent. Voilà, comment vous avez travaillé cette question-là ?
bien là. Parce qu'effectivement, quand je vous entends parler de sensations, je trouve ça hyper intéressant. Moi, c'est venu un peu dans un deuxième temps. C'est vrai que c'est pas. À l'origine, d'ailleurs, c'était absent. C'est-à-dire que dans la première version que Nathalie a dû avoir en main à un moment, on était vraiment quasiment que sur du point de vue. C'est-à-dire que comme j'avais déjà pris le parti d'avoir un personnage qui disparaissait, j'avais voulu quand même au moins lui donner ça et lui dire il disparaît, mais il a un point de vue intéressant. Enfin, en tout cas, il y a des choses à raconter et il me semblait que l'histoire se tenait beaucoup sur ça, sur ce qu'il nous montrait de ce qu'il voyait, qui était peut-être le seul moment où il avait une incarnation. Il avait une vie qui était très désincarnée, mais pourtant, il me semblait qu'il pouvait tenir comme ça avec beaucoup le point de vue, les faits, et beaucoup moins les sensations. D'ailleurs, les quelques scènes, il y a quelques scènes, je vais appeler ça scène d'amour, mais je ne suis pas sûr que ce soit le bon mot, mais on les voit quasiment pas passer. Enfin, il n'y a rien de torride, il n'y a rien de cet ordre-là. Par contre, les sensations reviennent, je dirais, plutôt dans la fin du roman. Et d'ailleurs, je pense que c'est une partie moi, que j'ai beaucoup retravaillé, parce que dans la version initiale, c'était quelque chose qui manquait, parce qu'on était vraiment que sur ce truc de jugement, de point de vue, de fait. Et en le retravaillant de façon un peu plus impressionniste, justement là, par contre, quand le personnage est en train de se perdre, là, j'ai voulu mettre alors, des sensations pas de la façon dont Caroline le rapportait, où on était dans son corps, mais plus le moment où il capte des environnements, on est plus dans des ambiances en fait. Voilà, on évolue et c'est pour ça qu'il est les évanescents. Le titre il vient aussi de là, c'est que on est sur quelque chose de sec, de net, de droit au démarrage des faits, en tout cas un point de vue, et puis à la fin, je ne sais pas exactement comment c'est lu, mais il y a des moments où on ne sait plus très bien. Est-ce qu'il est en train de rêver? Est-ce qu'il est en train de penser? Est-ce que c'est vraiment ce qui se passe? Et donc, c'est là où les sensations arrivent, en fait. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que lui est en train de disparaître, les sensations viennent un peu lui donner de l'épaisseur. Donc voilà, moi, ça s'est traduit de cette façon-là dans ce roman. Mais on va vous entendre justement avec ces évanescents, avec ce parcours de Michael qui est un ado qui découvre le tag et on a l'impression qu'il y a vraiment une envie artistique, des aspirations artistiques et puis qui un jour pendant un voyage avec ses copains se retrouve à Cannes et là décide que c'est fini en fait, qu'il faut revenir dans la norme, mais alors une norme pas très une norme un peu lisse et un peu avec une femme qu'il aime pas forcément, un boulot pas très intéressant, et avec cette impression voilà qu'il rentre dans quelque chose, alors que pour le coup, dans la plupart des romans quand même, on a plutôt l'impression que c'est le chemin inverse, enfin, en tout cas qu'on est dans une quête initiatique, et là on a l'impression qu'on rentre dans quelque chose. On vous écoute ? Allez. Donc on se situe à un moment où il est arrivé à Cannes, ça y est, voilà, les ennuis commencent. Et sa compagne s'appelle Corinne. La grande affaire de Corinne, en dehors de mes tenues, c'était le repas du samedi soir. Tous les week-ends, nous avions quelqu'un à manger. Chouchou, on a les Garomani à manger samedi, t'oublies pas, hein. Chouchou, on a les Firmino à manger samedi. Tu penses bien à acheter le rosé, hein. J'imaginais les Garomani ou les Firmino stockés dans un grand congélateur, attendant que nous les dévorions. La réalité était bien plus banale. Lorsque nous avions un couple d'amis à manger, ils arrivaient vers 19h30 avec une bouteille de vin blanc et un bouquet de fleurs, parfois avec le dessert acheté chez un pâtissier à la mode. Nous prenions l'apéritif dans le salon pendant que Corinne préparait le repas dans la cuisine. Elle appréciait qu'elle fût ouverte pour profiter de ses convives toute la soirée. Parfois, les maris engageaient avec moi une discussion. Le plus souvent, il me fallait parler football. Cette année encore, l'OGC Nice décevait. Plus rarement, je devais abonder dans le sens de mon interlocuteur quand il louait les qualités de notre mère et la propreté de la ville. Dans ces cas, Corinne aimait insister sur l'importance de mes fonctions à la mairie. Elle ne manquait jamais une occasion de faire savoir que j'étais le rédacteur de l'arrêté municipal qui permettait de dresser des amendes de 180 € à toute personne qui serait prise en flagrant délit jetant un mégot ou une bouteille en plastique au sol. Il n'était pas rare dans ces cas de voir naître chez mes interlocuteurs un respect inédit pour moi. Alexandre Flamini avait même dit, avec une grande solennité, « C'est bien ce que vous faites, pour le monde qu'on va laisser à nos enfants. » Il y avait eu un long silence ensuite, durant lequel il fit tournoyer son martini rosso dans un verre à whisky, le regard grave, comme s'il venait nous annoncer qu'il souffrait d'une maladie incurable.
Effectivement, c'est un point du roman, un peu un point de bascule. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai lu. C'est pas moi qui le dis, c'est dans la 4e de couverture, mais évidemment que c'est un terme qui revient quand on l'a lu autour du désenchantement. On a l'impression parfois que la littérature sert à éveiller, à réveiller. Ce qui est un peu le cas de votre roman, hein. Je vous avoue qu'à la fin, on le termine justement en n'ayant forcément pas envie de s'enfermer dans cette vie-là. Pourquoi vous avez décidé d'écrire cette histoire-là, comme ça, avec cette idée de quête à l'envers un peu, et avec une question peut-être très très large et très compliquée, mais je la pose quand même, qui est pourquoi on écrit finalement. Et donc les 3 autres, après, je redis, ce sera la même chose. Je vais faire de mon mieux pour vous répondre pourquoi on écrit, je ne sais pas trop. Alors, sur cette histoire de quête à l'envers, pour rendre à César, moi j'ai lu une nouvelle de Tchekhov qui est très courte, qui s'appelle L'homme à l'étui, qui est, voilà, si on doit résumer en 5 mots mon roman, tout est là-dedans. Voilà. Donc après, c'est Tchekhov, et c'est une nouvelle. Et moi, ça m'a, enfin, voilà, quand j'ai lu cette nouvelle, j'ai trouvé hyper puissante. Et ça venait dans un parcours de lecture, parce qu'elle est beaucoup citée dans plusieurs romans de Philippe Roth. J'ai eu voilà, une adoration pour Philippe Roth, je confesse, à chaque fois que je le peux. Et donc, ça, plus cette nouvelle, plus le questionnement aussi qu'on peut avoir sur ces milieux moi que j'avais fréquentés dans ma jeunesse, et puis de se dire, voilà, que sont-ils devenus, qu'est-ce qui s'est passé, c'est le moment peut-être où l'imaginaire se met en marche. Donc moi, ça m'a intéressé de transposer cette histoire dans quelque chose de beaucoup plus contemporain. Et après, bon, avec beaucoup pas mal de différences par rapport à l'histoire, mais c'est vrai que ce chemin-là, tout d'un coup, je me suis dit, voilà, il y a un truc qui correspond bien, voilà, aux choses qui m'intéressent, au point de vue que j'aime bien avoir, parce que c'est pas à proprement parler un roman feel-good, mais voilà, moi, ça a donné cet élan-là. Et après, je l'ai nourri de ce que j'avais. Et c'est vrai que pour ce premier roman, il y a des éléments de culture hip-hop qui sont venus nourrir ça. Donc mais c'est pas un roman sur le tag, c'est pas un roman sur le rap, c'est pas non plus un roman sur Tchekhov. C'est un moment où vous mettez tout ce que vous avez dans le seau et vous commencez à y aller. Donc, pourquoi on écrit? Parce qu'il y a des choses dans le seau. Et parce qu'on a l'impression qu'on peut le faire. Enfin, voilà, c'est très paradoxal, parce qu'en même temps, on a l'impression qu'on peut le faire, et 1000 fois, on est tombé en essayant. Donc ce coup-ci, il y avait peut-être un peu plus... voilà, il y a un moment peut-être de maturité aussi dans le parcours de lecteur. À un moment, on a l'impression de mieux comprendre comment une histoire peut essayer de se tenir. Et puis oui, moi, voilà, c'est vrai que ce sujet-là, quand même, de la disparition des idéaux, de ce qu'on peut faire des révoltes de jeunesse, ça prête, enfin, voilà, il y a plein de romans dessus, ça prête à écrire. Et il me semblait que j'avais cette petite singularité avec cette histoire du graffiti, et puis cette rencontre, alors je ne sais pas si on la voit tant que ça, mais entre l'océan, la mer Méditerranée et les histoires de classe sociale, le nom des graffeurs, la société un petit peu. Voilà, il me semblait aussi que j'avais ces éléments-là qui étaient romanesques, quoi, de société de graffiti, de gens qui se mettent à part, qui vivent eux aussi dans une marge, eux aussi d'ailleurs dans un étui. Donc, voilà, à un moment, j'avais tous ces éléments-là, je me suis dit, je peux essayer pourquoi on écrit, voilà. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour ceux qui sont avec moi ce soir, mais on écrit, enfin moi en tout cas j'avais écrit plein d'autres choses qui n'étaient pas des romans, hein, voilà, j'avais toujours ce rapport à l'écriture. Pour moi en tout cas, les choses que j'avais à exprimer, elles passaient par là, là où d'autres peuvent passer par la peinture ou par la politique. Mais moi ça passait par là, parce que c'était aussi le domaine dans lequel il me semblait que j'étais le plus à l'aise. Zoé, pourquoi on écrit?
Vous avez 4 heures, à peu près. Ah, ok. Alors, comme Damien, moi, l'écriture a toujours été là, pas nécessairement pour raconter des histoires ou voilà. Je pense que c'est le moyen que j'ai d'essayer de capter des choses, de comprendre des choses du monde, de les capter aussi. C'est amusant que Damien parlait de peinture. Moi, à la base, j'ai fait des études de peinture et j'ai commencé par faire les beaux-arts. Et je prenais énormément de notes par rapport à la manière dont je voulais peindre mes tableaux. Et puis j'ai commencé à mettre des notes dans mes tableaux et enfin petit à petit l'écriture a vraiment pris beaucoup de place. Mais pendant très longtemps, j'ai pas réfléchi à l'idée de publier. Enfin voilà, je pense que l'écriture c'est une espèce de nécessité pour comprendre, pour capter. Peut-être que là où certains vont prendre des photos, moi je vais prendre quelques notes. Et puis bon, pour ce roman. Et en général, comment ça se passe quand j'écris, ça part d'une émotion, d'une image ou d'une phrase peut-être même, d'une idée qui se déroule petit à petit. Quand j'ai commencé Debout dans l'eau, qui ne s'appelait pas Debout dans l'eau, c'était une nouvelle à la base. Et dans cette nouvelle, ce qui m'intéressait, c'était le rapport du temps entre cette petite fille d'un côté qui est à un âge où elle pense que le temps est complètement infini, et face à elle, il y a le grand-père qui est en train de mourir. Donc j'avais l'impression que il y avait ces deux temps, l'un complètement précipité et puis l'autre presque infini qui allait se rencontrer. Et puis c'est vraiment le personnage. J'ai eu l'impression qui une fois que j'avais fini ma nouvelle, qui est venu me dire ouais mais voilà, il y a encore des choses à dire. Et donc il y avait vraiment pas de plan à la base d'en faire un roman, pas de plan de l'histoire non plus. J'ai vraiment l'impression de l'avoir découvert au fur et à mesure. Et la question de l'écriture, pourquoi c'est vraiment hyper compliqué. J'aime bien Damien qui dit qu'on le fait parce qu'on sait le faire. En tout cas, je pense qu'on le fait si on ne peut pas ne pas le faire. Je veux dire, voilà, je pense que quand on se sent bien que si on écrit, même si c'est pas toujours, ça peut être douloureux aussi, hein, l'écriture, mais si on a besoin de le faire tout le temps, alors voilà, on écrit. Et puis on espère, en tout cas, voilà, moi le passage à la publication, l'idée, c'est l'espoir, c'est quand même de parvenir à capter certaines choses et les partager à un moment donné, que ce soit pas juste un petit outil pour soi dans son coin, ce qui est très bien aussi, hein, je veux dire, je pense que c'est un bel outil, l'écriture, pas uniquement pour la publication, c'est un très bel outil, voilà. Caroline? Oui, il y a plein de belles choses qui ont été dites. Alors, je rejoins quand même l'idée d'un peu d'une nécessité de pourquoi écrire. Je pense qu'on en ressent un moment plus que le besoin, la nécessité en fait. Après, moi, je pense que il y a l'idée de vivre dans le langage en fait. Ce qui me plaît, c'est d'être dans le langage, c'est vivre dans le langage en fait. Déjà, moi, je suis venue à l'écriture par la lecture. Enfin, je pense que les deux sont indissociables, comme pour beaucoup de gens. Donc, c'est pas du tout original, mais je suis vraiment une lectrice d'abord. Je suis tombée dans la lecture petite, et puis voilà, c'est comme si ça m'avait aspiré, ça m'a emportée. Et depuis, j'ai envie de vivre dans le langage parce que c'est comme une matière, quoi. Voilà. J'ai l'impression que je suis bien dans cette matière. Je suis bien dans cette matière. Alors, d'abord, déjà, j'en ai fait mon métier, puisque moi, prof de français, voilà, j'ai un rapport très très proche à la grammaire et à la langue, et c'est quelque chose qui est très viscéral aussi chez moi en fait. Finalement, on parlait du corps, mais pour moi il y a une vraie sensation du langage. Enfin, est-ce qu'on peut dire une passion? C'est galvaudé, mais vraiment c'est un rapport passionnel au langage, à tout ce que ça peut ouvrir aussi et déployer, à tout ce qui existe. Enfin, on est des êtres de langage. Alors moi ça me sidère, ça me fascine, tout ce qui est possible avec cette langue, tout ce qu'on peut en faire, on peut le modeler, on peut au contraire l'attaquer au burin, on peut le caresser. Enfin, il y a quelque chose tout dans le langage, voilà, que je ne trouve pas ailleurs dans un autre médium, parce que sans doute que j'en serais incapable. Et c'est ce langage-là qui m'a plu, qui m'a fait vivre des choses incroyables dans la lecture, et qui à un moment, ça rentre en vous et ça devient quelque chose d'omniprésent.
Et c'est un acharnement, l'écriture. Enfin, moi, par moment, je me suis dit, mais enfin, à quoi bon continuer d'écrire parce que ça demande quand même une discipline dans la vie quand on a déjà une vie remplie, n'est-ce pas Voilà. Et donc, mais en même temps, c'est pour ça qu'on parle de nécessité, parce que c'est quelque chose qui revient. Enfin, même si c'est pas pour écrire une histoire, c'est pour nommer les choses, nommer le monde et nommer aussi ce qu'on vit soi. Enfin, voilà. Je crois que c'est un lieu, en tout cas, du paradoxe aussi. Et moi, c'est un truc qui me passionne complètement l'écriture, c'est quand même par le langage, on essaye de se saisir, on n'y arrive jamais complètement, et de saisir le monde, et on n'y arrive jamais, mais cette espèce de recherche permanente, de quête, comme tu disais, là, de quête à l'envers, en fait, je me dis que c'est un des trucs passionnants de la vie, quoi. Il n'y en a pas tant que ça, des trucs passionnants dans la vie. Et celui-là, je le trouve quand même formidable. Voilà. Christophe? Et Christophe, il est très aligné avec Caroline, en fait. On est connectés. Non, mais je trouve que pour moi, il n'y a rien d'intellectuel dans le. Pour moi, c'est de la glaise, c'est de la pâte à modeler. Il y a quelque chose comme ça de très plastique, de très souple. Et quand on écrit, c'est à la fois jouer avec les mots, les phrases, essayer d'arriver à. Moi, il n'y a rien qui m'énerve plus que le langage calcifié, les expressions toutes faites. Et en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est enlever la pellicule de calcaire autour de. Enfin, c'est comme ça que je le vois, en tout cas, de phrases et en faire quelque chose de souple, d'organique. C'est entre les Lego et la pâte à modeler. Et en même temps, ça fabrique une réalité. Moi, je suis plutôt. Je n'essaye pas de saisir la réalité parce que je ne crois pas tellement à la réalité, en fait. Et du coup, je sais qu'on peut fabriquer des mondes, on peut fabriquer des ambiances. Alors, avec cette gingembre, par exemple, j'étais dans un truc un peu particulier, très, très noir, un peu plombant à la fin, voilà, donc je l'ai fait complètement et à fond. Et à fond, je sais qu'une fois que c'est fini, que je pars dans une autre ambiance, dans une autre histoire, avec des mots, avec une scansion différente, je vais être dans un autre endroit et je trouve que ça fabrique du réel, en tout cas. C'est-à-dire que quand j'écris quelque chose, j'ai toujours cette espèce de petite valise caravane dans un coin de la tête qui est pleine de choses qui et pas forcément des histoires, c'est effectivement la matière et c'est le fait d'écrire, moi qui me alors, pas d'écrire au sens physique, mais de triturer des images, des sons, des langages, de faire correspondre des idées, de voir des correspondances là où il n'y en a pas forcément. En fait, c'est une sorte de folie en pâte à modeler, l'écriture. Voilà. C'est comme ça que c'est très physique, quoi. Alors, on va écouter le résultat. Alors, j'ai pas choisi forcément. Donc le type va avoir des problèmes avec la justice, il se fait embêter par des journalistes et donc il a un petit choc parce qu'il sait qu'il est démasqué, en gros, je caricature, et il entre dans une réunion où il fait comme si de rien n'était. J'entends, lointaine, la voix timide de la jeune chef de pub, son premier slide. Elle a du mal à brancher le vidéoprojecteur, elle doit suer, extrasystole et redouter le mouvement d'humeur. Elle sait que ce retard à l'allumage est parfois le début d'une descente aux enfers irrationnelle, qu'un manager se lève excédé, décide que ça n'est pas professionnel, qu'on n'a pas le temps d'être approximatif, que le sombre et la pesanteur de sa colère rentrée, pierre mate, contamine toute la pièce, anti-soleil, trou noir, qui avale tout. Et c'est le début de l'isolement. Les soutiens qu'on ne trouve plus, les regards qui se détournent, la solitude et les charrettes. Et toujours les lieutenants imbéciles qui appuient le trait du général et qui, serviles et en bons chiens, anticipent les condamnations. Les yeux rouges. Ne le prends pas personnellement, c'est juste du travail, mais ta présentation était à chier. C'est drôle parce que vous choisissez un extrait où il est question des regards qui se tournent et c'était la question que j'avais envie de vous poser parce que dans ce roman-là, je crois qu'il y a, en tout cas pour le lecteur, une obligation à pas détourner le regard, justement, à aucun moment. C'est-à-dire que ce soit dans ce qu'il fait et dans ce qu'il est, c'est-à-dire cette ambivalence, encore une fois, avec la chute du publicitaire, mais qui se fait petit à petit dans le monde de la pub, et puis les passages en hôpital psychiatrique, où c'est quand même des endroits où d'habitude on regarde pas trop, on sait que ça existe, mais de loin. Est-ce qu'il y a cette dimension-là dans l'écriture de j'ai mon sujet, je sais où je vais, ou pas du tout, on se perd, mais en tout cas jamais je baisse le regard. On peut commencer sur une phrase, sur une idée, sur un personnage. Je ne sais pas où je vais en général, mais en tout cas, j'attrape assez vite le point de vue qui est le mien. Et je ne sais pas ce que je vais raconter, mais je sais comment je vais le raconter, à quelle distance, à quelle hauteur.
et le fait de pas détourner le regard. C'est un roman qui est parfois un peu dur, mais qui est pas explicite dans le. Enfin, il y a pas de. Par exemple, il y a une scène qu'on qualifie de viol puisque c'est un viol, mais elle est écrite en 4 mots. C'est-à-dire que, en revanche, quand il est dans son délire de misogyne et sexiste, là, voilà, on en fait beaucoup, mais j'ai pas voulu dramatiser et j'ai voulu en faire quelque chose d'assez gris, en fait. C'est un peu un roman de la zone grise et c'est pas tellement. Et on en revient à la première question sur est-ce que c'est politique ou est-ce que c'est pas politique, est-ce qu'il y a un message ou il n'y a pas de message. En tout cas, j'ai trouvé que c'était en mettant tout à peu près au même plan, c'est-à-dire les choses qui relevaient pardon, de la gravellerie ou de l'esprit entre guillemets gaulois, et puis les atteintes sexuelles, le harcèlement et puis le viol, en mettant tout ça de façon indéterminée et indissociée, ça fabrique de la réaction chez le lecteur. C'est-à-dire qu'il y en a qui trouvent que le mec est insupportable, qu'il faudrait le tuer, d'autres qu'on l'embête pour pas grand-chose. Et donc c'est là où j'ai pas voulu lâcher le regard, mais j'ai pas voulu tout montrer et surtout j'ai pas voulu pointer du doigt ce que je voulais dire. Donc j'ai montré, en fait, j'ai trouvé ma hauteur de crête qui était un petit peu casse-gueule quand même, et puis j'ai avancé là-dessus, mais sans vouloir vraiment, sans savoir exactement ce que j'allais raconter, tel paragraphe, tel chapitre, etc. Donc en fait, c'est plutôt le point de vue, le focus qui fabrique l'histoire, enfin qui fabrique le déroulement de l'histoire, parce que la fin, je l'avais depuis le départ. Je vais filer la métaphore de la pâte à modeler. Là, on a parlé de vos 4 premiers romans. Et après, c'est un peu la question. Je rebondis, évidemment, c'était facile sur Christophe parce que son 2e roman sort à la prochaine rentrée littéraire. Mais pour tous les 4, qu'est-ce que le rapport à la publication change et comment on écrit après? Et après, Nathalie, je veux bien aussi, enfin, on finira ou on commence avec vous comme vous voulez sur le rapport voilà, de l'éditeur dans les textes et le suivi de l'auteur. Mais on peut commencer déjà par voilà, qu'est-ce que ça change d'être publié dans votre rapport à l'écriture et pour la suite. Christophe, allons-y. Ah non. Alors Zoé, allons-y. Ouais. Je n'étais pas du tout prête. Super. Pardon. Non, ça va. Pas de souci, j'y vais. Mais donc effectivement, moi c'est mon 2e livre publié. Donc voilà, il y a 3 ans, il y a eu un recueil de nouvelles, 3-4 ans. Ce que ça a changé peut-être, c'est le fait de me faire un peu plus confiance dans l'écriture. C'est-à-dire que à un moment donné, quand même, donc avant de publier ce recueil, j'ai décidé d'écrire et d'aller jusqu'au bout, d'avoir quelque chose de fini à proposer à des éditeurs, ce que j'avais jamais fait avant. Et puis donc ce premier recueil de nouvelles est sorti. Et je me suis dit, ok, je peux maintenant, enfin, ne pas juste écrire en débutant quelque chose, en ne le terminant jamais, en le mettant en dessous, et puis débuter autre chose, etc. Donc à ce niveau-là, en même temps, je dis ça, et puis je parle de confiance, et puis en réalité, je pense que en le disant, je commence déjà à douter. En message, je suis sûre qu'on est tous là-dedans tout le temps, parce que tout de suite on dit mais est-ce que vraiment, enfin bon, en tout cas moi j'ai beaucoup de doutes à toutes les étapes. Mais oui, peut-être que c'est aussi, on en a parlé un petit peu au début, c'est assumer le fait d'écrire aussi, assumer le fait d'être lu, de ne pas nécessairement de montrer des parties de soi qu'on ne montrait peut-être pas, des choses comme ça. Après, je pense que c'est important de conserver la grande liberté, de ne pas avoir peur de cette publication, c'est-à-dire continuer à écrire d'abord, dans un premier temps, écrire comme si on n'allait pas être lu. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Oui, voilà. Et alors ici, c'est quand même différent. C'est un premier roman, c'est un format que je connaissais pas, donc. Peut-être, je pense que la publication, ça fait peur et en même temps, je pense qu'il y a une liberté à en retirer, vraiment, dans la suite. Damien ? J'avais prévenu que j'étais pas prête. La publication, ça change beaucoup de choses parce que
déjà, enfin, moi, j'avais déjà ce questionnement de savoir, je ne suis pas levé un matin en disant je vais écrire un roman. Donc moi, ça s'est fait passer dans des conditions, enfin, je pense qu'on a chacun une histoire avec cette écriture du premier roman. Mais moi, je n'en avais pas parlé. Enfin, c'est-à-dire que c'était vraiment quelque chose qui s'est fait au fur et à mesure et que je ne sens que, enfin, je me voyais pas annoncer, faire une réunion et dire je suis en train d'écrire un roman. Enfin voilà, c'était pas mon truc, donc ça a été quelque chose d'un peu compliqué. Première étape, c'est quand ma femme l'a lu et qu'elle m'a dit qu'elle trouvait ça bien, qu'il fallait que je bataille pour ce texte-là. Donc, je dirais qu'avant la publication, il y a déjà des premières choses qui s'ajustent tout de suite. Après la publication, ça permet, vis-à-vis du reste du monde, de dire qu'on le fait. Même si, étonnamment, j'ai l'impression que, pour ce qui me concerne, les gens ont l'air plus sous le choc de savoir que je faisais du graffiti que de savoir que j'ai écrit un roman. Donc, voilà. Ça permet de relativiser aussi. Bon, voilà. Mais voilà, il y a au moins cette annonce qui est faite. Et puis pour le suivant, je dirais que moi ça m'a permis. Alors moi j'avais un rapport un peu bizarre, c'est-à-dire que j'ai fait le premier, je l'ai envoyé et 2 jours après j'ai attaqué le suivant parce que j'avais peur que de plus jamais y arriver, quoi. Ça m'avait tellement semblé impossible la première fois que j'ai voulu tout de suite remonter sur le vélo. Et donc c'est bien, si on peut le faire, c'est bien. Là, j'ai pas pu le faire ce coup-ci, mais franchement, c'était très bien d'avoir fait comme ça. Donc, ça a changé aussi, je dirais. Voilà, je reste sur des choses très, très terre à terre, hein, vous m'excuserez, mais dans la méthode de travail, le fait de pouvoir me caler des horaires pour ça, le fait de pouvoir faire des recherches de façon plus posée sur ça, le fait d'organiser mon temps aussi avec ça à l'intérieur. Enfin, moi, ça a changé. Le fait d'être publié, ça a changé tout ça. Après, on se pose des questions de légitimité, voilà, ça reste malgré tout. Caroline? Oui, alors je rejoins certaines choses en fait. Bon, le doute évidemment, le doute il est là toujours. Après, moi ça fait très longtemps que j'écris. J'avais quand même envoyé. J'ai l'impression que par exemple par rapport à ce que disait Damien, il a écrit ce roman, il l'a envoyé, etc. Moi, j'avais quand même pris une belle volée d'échecs avant. J'avais envoyé quand même pas mal de manuscrits ces 10 dernières années, enfin quelques-uns. Et je pense que j'ai fait une belle traversée du désert toute seule dans mon coin en me disant bon, bah, c'est bien, tu as envie d'exister dans le langage, mais ça a pas l'air de beaucoup parler au reste du monde, justement. Donc, quand même, c'est vrai que cette réponse-là, c'est comme une réponse, quoi. C'est vraiment une réponse à une attente. Et c'est venu pour moi poser quelque chose, plutôt dans le fait que maintenant ça peut exister, donc ça peut aussi exister au regard des autres, parce que j'en parlais pas non plus nécessairement autour de moi. Enfin, les gens connaissaient ma passion de la littérature, mais pas du côté de l'écriture. Et puis j'ai eu l'impression un peu avec la publication de faire un coming out. Enfin, il y a eu un côté un peu comme ça. Les gens, j'ai eu l'impression que c'était voilà quelque chose d'un peu la petite révélation, mais ça passe assez vite et tant mieux. Et maintenant, j'ai l'impression que ce qui moi m'intéresse peut être plus mis en avant en fait. Cette espèce de processus dans lequel on est, etc. Et puis aussi que je vais pouvoir arrêter de m'inventer des excuses pour pouvoir écrire et me trouver du temps quand je refuse des trucs, que maintenant c'est légitime parce que j'ai des choses à écrire alors qu'avant je devais un peu raconter, des choses pour trouver du temps et c'est un peu compliqué. Le temps, c'est quand même la vraie question en fait. C'est pareil, pour être dans des considérations très pragmatiques. Le temps, c'est le cœur, c'est le nerf de la guerre. Donc ça n'a pas changé pour moi. Ça me dégage pas plus de temps, bien au contraire en fait. Donc voilà. Mais c'est vrai que mentalement, c'est une étape, c'est une espèce de soulagement ponctuel. Enfin, moi, ça m'a fait cet effet-là, mais je pense que immédiatement, c'est remis sur le métier l'idée que voilà, on va être dans autre chose. Mais moi, c'est quand même l'idée que j'ai tout ça dans les tiroirs, tout ce matériau accumulé pendant des années. D'écriture dans tous les sens, de plein de choses, des manuscrits finis, pas finis, etc. Et donc le deuxième livre, il est quand même déjà fait, enfin parce que c'était quelque chose que j'avais écrit sur des années pour le coup et que j'ai pu reprendre. Et maintenant, c'est vraiment du soulagement, je dirais en fait, oui, le mot. Une espèce de soulagement de ça peut exister, ça n'est pas seulement tourné vers moi, voilà, ça va être dirigé vers autrui. Mais quand même, pour finir, avec cette idée que le premier roman, je crois que ce qui restera, c'est que quand on l'envoie, enfin moi quand je l'ai envoyé, comme c'était très irréel et que je ne pensais pas que ça pourrait exister,
c'est vrai que sans doute je l'ai écrit avec la plus grande des inhibitions, enfin des désinhibitions, dans l'idée que ça ne serait sans doute jamais lu. Donc on peut y aller, quoi. Et puis seulement après, je me suis dit, ah oui, quand même, c'était très désinhibé. Mais voilà, il a fallu des années pour en arriver à ça, puisqu'au contraire, je pense qu'avant, on est très inhibé. Enfin, inhibé par les influences, par tout ce qu'on lit. On se dit à quoi bon, enfin, de toute manière, le grand complexe de, voilà. Quand on voit qui on a eu avant nous. Christophe? Alors, j'en ai marre, mais je me sens un peu un parcours un peu parallèle parce que le Serge Gingembre, c'est mon premier roman publié, mais c'est pas le premier écrit. Et celui qui va sortir bientôt, que j'avais envoyé sous sa forme définitive, en tout cas pour moi, à Nathalie, ne passait pas la sélection. Donc j'ai retrouvé une ancienne version que j'ai beaucoup retravaillée, on a échangé, et c'est pour ça que c'est important, parce que le premier roman, en tout cas, Serge Gingembre, il s'est fait un petit peu, j'allais dire, tout seul à la maison, c'est-à-dire que je l'ai fait, et puis l'objet était quasiment fini, et puis il y a eu, effectivement, Nathalie m'a appelé, et puis on a retravaillé dessus, mais finalement assez à la marge, alors que sur le prochain, il y a eu plus d'échanges, il y a un vrai travail j'allais dire de production, un peu au sens comme dans la musique, et en tout cas, donc ce roman-là va sortir. S'il est à la fois le même et à la fois complètement différent de celui qui était écrit il y a quelques années, et ça autorise effectivement, mais enfin, si ça déclenche quand même quelque chose, c'est-à-dire que j'ai plein de bouts d'histoire, je suis déjà en train de travailler sur un troisième texte, mais je suis à la fois plein de doutes, envie d'avancer, et puis j'ai envie de faire un truc complètement différent. Donc, ça débloque des possibilités, et à la fois, ça m'oblige en tout cas à sortir de ce qui peut. Parfois, on se dit, bon, bah, le type, il a fait un roman sur le harcèlement sexuel en plein MeToo, super. Si je caricature un petit peu. Et donc, le second n'aura absolument rien à voir et pas d'activité. Et le troisième sera peut-être autre chose qu'un roman. Donc, voilà, ça m'intéresse aussi de continuer à jouer avec de la glaise. Et en tout cas, ça ouvre une liberté tant que Nathalie ou une autre personne suit. Sinon, il n'y a plus rien. Donc, il faut trouver la bonne distance entre ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de proposer, et puis écouter aussi et continuer à faire grossir ces petits morceaux d'idées. Vous avez vu, je finis mes phrases, on dirait qu'elles continuent, en fait, non. Ah ouais, non mais Nathalie justement, mais si le fil était tendu vers Nathalie, en fait, c'était très bien. Justement, une fois, on a commencé avec, on ouvre un texte et on découvre une voix. Ensuite, quelle place vous occupez peut-être que c'est finalement la définition de l'édition pour vous, hein, cette question-là, mais quelle place après on occupe dans le parcours de l'auteur et comment vous travaillez? Est-ce qu'il y a beaucoup d'incursions dans le texte ou est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus distancié? C'est à la demande, c'est complètement variable, à la fois en fonction des auteurs et des textes. Il y a des textes où il y a beaucoup de questions, donc il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de lectures. Parfois, il y a 7, 8 lectures d'un texte en cours. Parce que l'auteur a besoin de cet échange, parce qu'il bute sur certaines choses, parce qu'il a des questionnements. Et parfois, avec le même auteur, il y a un texte qui est produit complètement, enfin sans aucune demande dirigée vers moi. Moi, mon travail, c'est d'accompagner l'auteur, c'est-à-dire d'arriver à lui donner. Le travail d'un éditeur, c'est de trouver un espace pour l'auteur, de lui créer cet espace. Et c'est un travail collectif. Là, je suis là en tant qu'éditrice, mais il y a une équipe, il y a beaucoup de gens qui travaillent autour d'un livre, autour des livres. Et donc, la maison d'édition, qui est une maison d'auteur, elle cherche un espace pour l'auteur. Et ensuite, le travail, c'est de l'accompagner dans son œuvre, c'est-à-dire d'essayer de lui donner des réponses, de lui trouver son public, de l'aider à avancer dans cet accomplissement qui est complexe, qui passe par des moments de doute, qui passe par des fragilités qui se dévoilent, ou au contraire des moments d'euphorie, des moments de force. Donc c'est vraiment
Oui, c'est vraiment cette réponse qui est très changeante, voilà, il y a une relation aussi qui se construit, qui évolue. Il y a des auteurs avec lesquels je travaille depuis très longtemps. Donc cette relation, c'est une relation de fidélité, de confiance. Mais c'est vraiment cette question de l'espace que va trouver l'auteur, cette écoute, ce déploiement, c'est ça que doit faire l'éditeur. Et c'est une bagarre, mais c'est une bagarre collective. C'est-à-dire qu'en fait, l'auteur doit se décharger de ça. Il y a un éditeur qui est là avec plein de gens, avec une équipe de diffusion, avec des libraires, avec vous, qui donnez de la place, qui permettez qu'on entende quelque chose. Et c'est ça l'éditeur, il doit trouver ça. Il doit permettre à l'auteur, au livre, de trouver sa communauté. Il y a des communautés de textes. Les textes résonnent les uns avec les autres. Ça produit de la littérature, ça produit l'envie d'écrire. Et c'est comme ça que ça fonctionne, le monde du livre. C'est qu'il y a une espèce d'auto-ensemencement et que chaque livre s'agrège, participe de quelque chose, d'une certaine forme de langage, d'écriture, de rapport au corps, de rapport au monde. Et que l'éditeur, il est là pour ça. Il est là pour faire circuler tout ça. Et pour trouver, mais vraiment, cette question d'espace, elle est essentielle. Et souvent, le premier roman, effectivement, il n'arrive pas seul. Parce que c'est un long cheminement, le cheminement vers la publication. Ça prend parfois des années. Il y a des échecs, il y a des grands moments de solitude. Et souvent, effectivement, quand un texte arrive, il y a déjà d'autres choses, parce qu'il y a d'autres choses qui ont été écrites, qui sont en suspens, qui sont en questionnement. Et voilà. Et donc, il y a d'autres textes qui peuvent arriver assez vite. C'est vrai que c'est assez fréquent. Bien. Eh ben, on sera là pour les lire, les autres textes. On reviendra quand vous en serez tous au 4-5e, puis on reparlera de la première fois et de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, et on verra si ça a changé. Vous n'êtes pas tout à fait quitte. J'ai une petite question pour la fin. Alors, Christophe, il a déjà répondu, donc je vais en trouver une autre pour lui, mais peut-être qu'il ne se souvient plus de ce qu'il avait répondu. Une question à laquelle vous n'allez répondre que par un seul mot. On a commencé par un seul mot, on finit par un seul mot. Et je vais commencer par Nathalie, qui a une question un peu différente, qui est éditer, c'est, s'il ne fallait répondre qu'en un seul mot. Transmettre. Et pour vous, évidemment, la question est écrire, c'est en un seul mot. Je vais la garder quand même pour Christophe. On va voir si c'est la même chose qu'il y a un mois. Je lance pas là l'ordre. C'est vous qui faites. Mais parfois, le silence peut être long. Alors, il faut que quelqu'un se lance. Produire. Vivre. Vivre aussi, oui. Et moi, je me rappelle très bien, Charlotte, parce que du coup, j'ai réfléchi. Depuis, j'ai réfléchi et je trouve que c'est à la fois un peu caricatural, mais c'est juste et ça m'a donné plein d'idées en plus. Donc, merci pour cette question il y a un mois. Écrire, pour moi, c'est déranger, mettre un peu le bazar, quoi, déranger. On en revient là. On a commencé par percuter, qui est quand même un mot qu'on a beaucoup dit. On en vient par déranger. Merci beaucoup, Nathalie et Laure, qu'on n'a pas entendu, mais qui est là pour la confiance pour cette rencontre. Et merci à tous les quatre. Et je vous invite à aller dans vos librairies indépendantes, évidemment, pour acheter ces quatre premiers romans, qui sont tous vraiment et sincèrement, je ne sais pas mentir quand je lis, très bons, très singuliers, très forts, vraiment. Donc merci beaucoup et puis on se retrouve pour les 2, 3, 4, 5 comme dit Nathalie, on crée une communauté et on revient après. Merci beaucoup et